Madame, Monsieur, dans l'autre temps, nous recevons un invité spécial, je le disais dans le journal, Agapiti Napoléon Maforikan. Il est consultant politique. Vous le savez, nous sommes dans un contexte assez sensible et vous faites bien de toujours nous choisir pour suivre l'évolution de cette actualité, justement la présidentielle du 12 avril 2026. Agapiti Napoléon Maforikan, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Grâce, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et avec vous ce soir, nous allons nous intéresser à la proclamation, les résultats donnés par la Cour constitutionnelle, les résultats provisoires justement. Et ces résultats étaient déjà donnés par la Sénat, mais avec quelques ajustements cette fois-ci. Et quelles sont vos appréciations par rapport à ces résultats confirmés en quelque sorte par la Cour constitutionnelle? Ben, disons trois observations. La première, c'est par rapport au taux de participation. Donc, le taux est passé donc sur 90% du dépouillement de 58 et quelques pourcents, 59% à 63 et quelques pourcents, 75, 57% après les 100% du dépouillement. Donc, le taux de participation. On en avait fait un indicateur, une valeur et d'appréciation de l'adhésion des électeurs au projet et à la gouvernance actuelle. C'était pas ça avant. Durant la campagne, on a constaté que et le candidat de la majorité présidentielle, celui qui est le président élu, Omead Wadani, et le candidat de l'opposition, et Paul Nkwe, en avaient fait déjà leur cheval de bataille. Les mouvements qui ont porté la candidature, qui se sont rendus très actifs sur le terrain durant cette campagne, ont tablé, ont travaillé sur la participation. Eh bien, on a, avec ce score de 63%, on y est. Nous l'avions, d'ailleurs, on le dit, pourquoi pas, je le précise pour pouvoir saluer nos correspondants. Nous l'avions dit au télé dès le lendemain que le taux que nous avions évalué de entre 55 et 60 le dimanche, au petit matin du lundi, nous l'avions dit dans la soirée de ce lundi 13, que ce taux dépassait et se situait désormais entre 60 et 65%. Nous y sommes, 63 et quelques. C'est l'occasion de saluer tous les réseaux donc de télé à travers le pays et que pour ce travail que nous faisons depuis 2019, en essayant quand même de leur donner les chiffres provisoires qui globalement se confirment. Donc c'est saluer tous nos correspondants à travers le pays, ceux qui essayent de nous collecter ces informations, de se rendre disponibles, et d'accompagner donc l'œuvre, le travail donc d'information qui se fait, de décryptage qui se fait ici sur cette chaîne. Merci à eux, merci à toutes les équipes qui sont mobilisées depuis le siège jusque dans ces régions. Donc nous l'avions dit et ça surprend. Je tenais à le dire pour pouvoir leur faire un clin d'œil à eux. Deuxième élément, c'est par rapport aux résultats. Donc les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle confirment ceux d'ailleurs le président de la Sénat l'avait dit dans sa décision que à l'étape qu'on il y avait plus, les données ne peuvent plus changer le cours des choses et donc du coup il était possible donc de proclamer un peu plus de 90% du taux de dépouillement. Et là, je pense que ça s'est confirmé. Le duo Wade Talata s'est maintenu à 94,4%. Le duo Paul Nkwe s'est resté à 5 et quelques pourcents. Donc on peut dire que ça c'est aussi un bon travail des informaticiens de la CEDA qui confirme ce que le travail de la Cour constitutionnelle. Et enfin, ma dernière observation concerne plutôt, disons, les récriminations, les fautes, les dysfonctionnements constatés, les dysfonctionnements, les irrégularités, tout ce que la Cour a constaté sur le terrain et qui deviennent récurrents. Je pense que, oui, dès le jour même du scrutin, le 12 dernier, la plateforme des acteurs de la société civile avait évoqué la question du bourrage, avait évoqué la question d'ouverture précoce, donc des bureaux de vote. Mais tout ça, c'est des fautes, c'est des infractions à la loi en flagrant délit et normalement, il faudrait bien que les auteurs de ces actes puissent quand même être sanctionnés de manière à ce qu'on décourage. Parce que oui, aujourd'hui on a 2 candidats, l'environnement est plus convivial, mais quand on en aura 3 et que ce soit crispé, lorsque la Cour sera amenée pour assurer la régularité donc du scrutin, sera amené à faire des corrections, à annuler les votes parce qu'il n'y a pas, quelqu'un se décide à ne pas mettre sa signature, l'autre se décide à rature, l'autre se décide à faire à sa tête alors que la loi a disposé. Il faudrait bien qu'ils répondent de cela.
Mais là encore, ça appelle un peu une sorte donc de professionnel, beaucoup plus donc de célérité dans la gestion des processus. Désormais, nous allons en septennat. Il importe qu'on professionnalise davantage les agents qui font ça, qui travaillent. C'est pas la peine quand on leur fait 2 heures, 4 heures de formation. Et ça, c'est pas pour des gens qui ne sont pas nécessairement du secteur, du domaine, pour des gens qui n'ont peut-être pas tous les mêmes niveaux de compréhension. C'est pas toujours évident d'assimiler. Et la paperasse est toujours en compréhension ennuyeuse parfois. Donc, remplir ici, cocher ça, signer là. Parfois, les gens, s'il n'y a pas un aiguillon derrière, les gens n'arrivent pas à faire ce travail-là. Donc, il est important que nous rassurions les lecteurs. Parce qu'on parle du taux de participation. Il ne serait pas bon que le lecteur vote et qu'on annule ses suffrages parce que, justement, quelqu'un n'a pas signé, parce que quelqu'un a raturé, parce qu'il y a fraude, parce qu'on a démarré tôt. Donc quelqu'un a été étourdi en démarrant tôt, ou alors a voulu se faire plus intelligent que les textes, ou alors se faire corrompre par ailleurs. Donc, il est que ces cas doivent faire l'objet donc de renseignements suffisamment. Donc, et à la fin de ce qu'on nous dit, ce qu'on a fait des auteurs des 10 actes. Donc voilà les trois. Le taux de participation qui revient au niveau où nous l'avions estimé au soir du lundi 13, entre 60 et 65%. On est à 63,7%. Nous avons vu que les données de la Sénat se confirment au niveau de la Cour constitutionnelle au regard en ce qui concerne les suffrages vraiment obtenus par chaque candidat, chaque duo. Et donc, le candidat qui a gagné, Roumia Doualaï. Et enfin, ces irrégularités, ces dysfonctionnements qui perturbent vraiment que le vote de l'électeur aille directement à l'électeur et qu'on ne soit pas obligé, au nom de la régularité, donc de casser, d'enlever des suffrages qui peuvent faire changer le cours des choses. Rapidement, Paloma Forican, votre troisième observation nous intéresse. Vous parlez de dysfonctionnement, d'irrégularité. Est-ce que vous pensez qu'il faut durcir le temps déjà pour cette échéance ou il faut prévenir pour les fois à venir? Non, ni durcir, ni prévenir. Il faut que la loi s'applique. Il y a un code électoral et les infractions, ce type d'infractions sont prévues par la loi. Il faut qu'on applique la loi. Je pense qu'à force de ne pas sanctionner, à force de fermer les yeux là-dessus, on renforce le phénomène. On renforce le phénomène. Et c'est un mauvais phénomène. C'est pas normal. Le niveau de maturité où nous sommes ne peut plus s'accommoder de ce type d'a priori ou de forfaiture pas en adéquation avec notre aspiration à nous faire meilleurs, à nous faire dignes, à nous faire responsables. Je pense qu'il y a une sorte de hiatus qu'il faut relever. Ouais. Bien sûr, et cela pourrait donner du discrédit à la transparence dont on parle dans le processus électoral. C'est désormais 63,57% pour le taux de participation à cette élection et puis 94,27% pour le pourcentage de victoire du candidat vainqueur Romuald Wadani. Agapit Napoléon Forican, on voit que le taux de participation est moyennement acceptable, mais on pouvait mieux faire quand même. Ouais, il est bon, il n'est pas moyennement acceptable, il est bon. Il est bon au regard des dernières données. C'est l'un des, je ne sais pas, je pense que la présidentielle de 2016, je pense qu'on est allé à 65%, 65% peut-être. Donc depuis 10 ans, c'est le meilleur taux nous avons eu depuis la présidentielle qui a fait venir et qui a fait élire Patrice Talon. Depuis cette échéance, il y a eu beaucoup de sensibilisation et normalement... Nous avons quitté 51% pour Patrice Talon en 2021. Nous avons quitté 37% tout récemment lors des élections. Donc, de 37, donc ça fait un bond pratiquement de plus de 20%. C'est important. Donc les campagnes de sensibilisation ont porté leurs fruits. Ce qu'il faut faire, c'est de maintenir le rythme, c'est de continuer à éduquer et les primo-votants et tous les votants pour que, même si le vote n'est pas obligatoire, c'est quand même un devoir civique. Donc, du coup, lorsqu'on parle de devoir civique, chacun devrait pouvoir, disons, accomplir sa part de devoir. Et c'est ce que nous ne constatons pas toujours. Et c'est pour ça que nous saluons ce taux obtenu grâce à l'implication et du candidat, et de son challenger, et des mouvements qui ont soutenu, et de certaines personnalités, le président Soglo, entre autres. Donc, c'est dire que chacun a joué sa partition
pour qu'on ait le taux que nous avons. Et ce taux, je pense que ça peut nous faire rêver. Dans le contexte actuel où nos taux semblent dégringoler, on se demandait si on peut en arriver un jour à 50%. Alors le taux, il n'est pas mal, mais il y a certaines localités dans lesquelles les populations ne sont pas, on va dire, du tout sorties, votées. Vous avez fait le constat aussi, n'est-ce pas? En fait, c'est un peu une sorte de pathologie citadine. Hein, c'est beaucoup plus dans les régions, dans les localités, dans les villes, les grandes villes, les villes, que les gens sortent moins pour aller voter. C'est comme si on dit, bon, le jeu est plié. Ça a amené le candidat Wadaye à Ouida à interpeller quand même le maire et les cadres de Ouida pour dire, mais quand même, vous deux, ici c'est votre fils, vous devez sortir, sortez pour aller voter. Mais bon, Ouida a fait de son mieux, mais Ouida est resté en deçà de ce qui est attendu de lui. Calavi a fait de son mieux, mais Calavi est resté en deçà de ce qui est attendu de lui. Même Cotonou, en deçà, un peu mieux qu'en 2021, mais en deçà. Si je ne me trompe pas, si je me trompe pas. Porto Novo en a fait beaucoup, mais elle restait globalement en deçà. Donc, ça vous dit que, en fait, c'est les localités reculées, c'est les zones rurales, comme on le dit, qui ont validé le projet Talon et qui ont validé, disons, la succession, l'héritage Talon porté par Robert Wadaye, qui a annoncé sa propre touche dans cet héritage-là. Et donc, lui, il hérite de quelque chose, mais il ne le met pas en jeu ex nihilo. Il veut regarder dedans, dépoussiérer certaines offres, essayer peut-être de remettre d'autres au gré du jour et faire en sorte que la gouvernance 26-33 s'adapte au contexte dans lequel nous travaillons. Voilà, je pense que l'électeur, lorsqu'il est convaincu de ça, on le lui explique, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas voté. Et s'il ne va pas voter, il aurait choisi d'être hors la loi parce que la loi civique, hein, la loi ordinaire n'a pas obligé à aller voter, mais lorsqu'on transcende ça sur un aspect plus moral, on doit se dire non, c'est un devoir civique. Aller voter est un devoir, tout simplement une obligation. Bien sûr, et sans surprise, hein, la localité du candidat, Lokossa, justement, a fait 100% de votes pour Romuald Wadani. On a vu un ressortissant de cette localité dire que la vice-présidente, lors de la campagne, a dit « Tout le Bénin vous regarde et il faut faire attention lors du vote ». Peut-être c'est ce message de Mariam Talata. C'est quelle autre région qui va avoir les choses? Alors, elle est allée... Non, Mariam Talata a fait une campagne terrible aux côtés du président. Je pense qu'ils se sont partagés les rôles. Elle, beaucoup plus dans l'animation. Elle s'est haranguée. Le ministre d'État, notre président élu, a appris à le faire. Lui le fait, mais lui portait le projet. C'est lui qui portait, c'est lui qui annonçait. Elle animait. Ils ont formé vraiment le duo durant cette campagne. Oui, elle avait cette manière de le dire. Oui, mais est-ce que vous voulez que telle autre région, telle autre ville vous ravisse la vedette? Ils disent non, ils disent bon, donc sortez voter. Je pense que c'était en très bonne convivialité, une bonne campagne, et plutôt un duo qui, déjà, avant même d'être constitué, d'être officiellement installé, on sent déjà des éléments de complicité entre eux. Je pense que Mariam Talata a démontré, durant le play de quelqu'un qui s'achève, qu'elle peut rester à sa place. Elle est une brave vice-présidente. Elle n'est jamais de trop. Elle est là où elle doit être. Et quand on lui fait appel, je pense qu'en pendant cette campagne, elle a démontré qu'elle est franchement disons, on a l'habitude de parler de bête de campagne. Une bête de campagne, ça c'est à son actif. Notre consultant politique, nous allons aborder ce point également, la Cour constitutionnelle qui donne 5 jours pour toute éventuelle réclamation, les contentieux, et puis on a quand même vu Paul Rompouet, l'autre adversaire, sinon l'adversaire de Romuald Wadani, féliciter et reconnaître la victoire de Romuald Wadani. On se demande s'il faut encore accorder ces 5 jours d'observation pour voir s'il y aura de réclamations. Vous savez, se rétracter aussi est un droit. Et Paul Rompouet a reconnu sa défaite, a salué, mais ce n'est pas un acte de droit, c'est un acte humain, c'est un comportement d'acteur, c'est un jeu d'acteur, ça fait partie des jeux d'acteurs. Alors,
la Cour constitutionnelle c'est une haute autorité en matière de juridiction constitutionnelle. Hein, donc, en la matière, elle est dans la procédure. Elle est dans la procédure. Et la procédure dit qu'il faut proclamer, tel nombre de jours après, s'il n'y a pas de réclamation, on confirme. Donc, la Cour n'a pas, la Cour a sans doute entendu, mais la Cour n'a pas eu à délibérer là-dessus, parce que même si la Cour, si on avait délibéré à la Cour pour qu'elle puisse se prononcer, si elle ne se déclare pas incompétente, elle dira simplement que le candidat, Paul Onkwe, est libre d'avoir son d'opiner sur les résultats et donc de reconnaître la défaite et de féliciter l'autre. Mais ça n'emporte pas acte de droit et il peut se rebiffer après pour dire ah non, il n'a pas dit ça, il n'a pas écrit formellement. Donc, à défaut de cela, je pense que la Cour a simplement fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire proclamer les résultats, attendre le contentieux et faire la proclamation définitive qui termine le processus. Donc, dès que la Cour va faire sa déclaration finale, définitive, donc on aurait fini totalement avec ce processus, on peut dire, le processus électoral, qui a commencé par les actes préparatoires, aurait pris fin par le contentieux finalement vidé. On va rentrer maintenant dans la période des effets directs de ces processus, de ces procédures. Alors, Agapit Nampoloma Forikan, il n'y aura pas de deuxième tour, on le constate. Alors, quand est-ce que Romuald Wardani va officiellement prendre le pouvoir? Il va être investi dans ce pouvoir? Le dimanche 24 mai, tel que l'a précisé la Constitution amendée de 2019. Le dimanche 24 mai. Donc, il faut apprendre date, dimanche 24 mai. Il y a le deuxième tour ou pas? Non, il n'y a pas de deuxième tour. Oui. C'est déjà vidé. La loi, la Constitution révisée a réglé cette question. Hein, deuxième tour, il ne faut pas le faire mécaniquement 2 semaines après la proclamation ou bien après le premier tour. Donc, bref, beaucoup de choses ont été corrigées et donc qui permettent désormais que le président de la République du Bénin entre en fonction le dernier dimanche du mois de mai. Le Patrice Talon l'a expérimenté il y a 4 ans, 5 ans. Donc il sait de quoi on parle et je pense qu'il a passé la main ou le témoin à son successeur. Donc en la matière, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Bien sûr. Hein? Romuald Wardani est élu à 94,27% des suffrages exprimés. Il va être investi dans ses fonctions 24 mai 2026. Et c'est la fin de cette interview. Agapit Nampoloma Forikan, merci de nous avoir gratifié une fois encore de votre présence. Vos analyses nous sont toujours utiles. Merci également à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Nous avons essayé d'analyser les résultats provisoires proclamés cette fois-ci par la Cour constitutionnelle. Qui en matière de l'élection présidentielle est un juge très particulier, un juge regardant, un juge même inquisiteur qui a le regard. Et c'est au nom de ça que la Cour arrange, corrige, rectifie, annule. Et voilà. Et nous disons il faut faire en sorte qu'on réduise cette action de la Cour, pas en limitant la Cour, mais en limitant sur le terrain les fraudes, les dysfonctionnements, les failles, tous ces éléments qui n'en ont pas le processus, qui n'en ont pas les hommes comme est là-dessus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut travailler pour éradiquer cela en sanctionnant ce qui tombe sur le coup de la loi. Voilà. Et ce sera votre mot de la fin. Merci à vous et bonne suite de programme sur ETélé, madame, monsieur.